Merci infiniment. Je tiens d'abord à remercier Jean Moussafiri, que je connais depuis nombre d'années, de m'avoir fait l'honneur de m'associer à cette 44e commémoration du génocide de 1972 au Burundi. J'aurais souhaité qu'il y ait au moins une femme à la tribune. Je pense qu'il est temps, en 2016, que les Burundaises également prennent la parole, articulent leur vision, et les jeunes aussi, les nouvelles générations, qu'est-ce qu'ils pensent? Moi, je serais très curieux de les entendre, de voir comment ils perçoivent, comment ils vivent, comment ils font l'expérience de ces horreurs ici, au Canada. Mais enfin, je suis quand même le troisième présentateur, le troisième membre sur le panel, et j'ai choisi de vous parler de la géopolitique des génocides dans la région des Grands Lacs. Quand on parle de géopolitique, on fait allusion à l'ordre régional à l'intérieur d'un ordre mondial global. Donc, à une architecture de gestion des affaires du monde. Et quand on fait allusion à l'architecture et à la géopolitique, on fait référence d'abord et avant tout aux maîtres de ce système, c'est-à-dire à ceux qui ont la main haute, le haut du pavé. Les Nations Unies, on a beaucoup parlé des Nations Unies depuis le début là, de cette conférence. Nous avons à peu près 200 pays membres reconnus comme États souverains à l'intérieur des Nations Unies, mais tout le monde sait que les seuls pays qui comptent, c'est les 5 pays qui forment ce qu'on pourrait appeler l'exécutif des Nations Unies, qui ont le droit de veto au Conseil de sécurité. Pour eux, l'Assemblée générale des Nations unies, c'est une boîte à palabres. On laisse les autres se défouler dans les discours, mais c'est les 5 membres permanents qui ont la Chine, qui avait été désignée à la création des Nations unies en 1945, était représentée jusqu'en 1972 par Taïwan. La Chine continentale n'était même pas reconnue, n'avait pas de siège à l'ONU. C'est quand les États-Unis ont décidé de reconnaître le régime de Pékin que la vraie Chine a fait son entrée au Conseil de sécurité des Nations unies à la place de Taïwan. Alors, voilà le cadre géopolitique. Maintenant, parler des génocides. J'ai déjà écrit d'ailleurs un long papier qui avait paru dans la presse autour de la fin des années 90 sur les génocides comme un mal chronique et récurrent de l'humanité à travers l'histoire. Et très souvent, les victimes des génocides d'hier deviennent les bourreaux des génocides de demain et vice-versa. Cela dit, le concept de génocide a été formalisé seulement durant et après la Seconde Guerre mondiale. Seulement
en 1945. Regardons toute l'histoire de l'humanité, les guerres, les conflits sur tous les continents. Il n'a jamais été question de génocide. Le génocide s'est imposé à nous dans notre discours, dans notre, etc., avec le génocide des Juifs par l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale. Et autour de la même période, 44-45, il y a Raphaël Lemkin, Lemkin, qui a écrit un livre où il avance tout ce concept du génocide, il définit le génocide. Et éventuellement, quand les Nations Unies vont adopter leur convention sur le génocide, ils adoptent aussi en bonne partie le jargon, le vocabulaire de Lemkin. Cette reconnaissance du génocide juif, c'est-à-dire de l'Holocauste, était d'abord et avant tout un choix politique des vainqueurs occidentaux de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire les États-Unis en tête, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, et la France. Parce que les Russes et les Chinois n'étaient pas plus emballés que ça pour focusser, singulariser la question de la Shoah, comme on l'appelle en hébreu, l'Holocauste, comme on l'appelle souvent en anglais ou en français, le génocide juif. Et cette reconnaissance du génocide des Juifs imposé par les vainqueurs occidentaux de la Seconde Guerre mondiale, qui s'est concrétisé au tribunal de Nuremberg, qui d'ailleurs a jeté les bases de toute une jurisprudence sur ces questions, a eu pour effet, d'abord et avant tout, de punir l'Allemagne. On a beaucoup parlé de réparation tout à l'heure. J'ai fait une recherche il y a une dizaine d'années où j'ai trouvé que depuis Nuremberg jusqu'à à peu près l'an 2000, l'Allemagne avait remboursé Israël et chaque famille juive 87 à 90 milliards de dollars et qu'il restait encore 30 ans de remboursement pour un total d'à peu près 130 milliards de dollars. Parce que chaque famille qui avait survécu à l'Holocauste, chaque membre de chaque famille, et il y avait des enfants, on estime que le dernier survivant de l'Holocauste mourra en 2030. Donc jusqu'à cette date, l'Allemagne continue de payer. Et l'Allemagne non seulement paye les victimes, donc les survivants et les descendants, mais l'Allemagne a financé, quand l'État d'Israël a été créé, toute l'industrie israélienne a été financée par l'Allemagne. L'industrialisation, l'armement de l'État d'Israël, tout ça a été fourni par l'Allemagne. Ça a été donc une façon pour les vainqueurs de punir l'Allemagne. Mais il y a eu la reconnaissance du concept de l'Holocauste comme génocide et son instrumentalisation politique a également eu pour effet de placer les acteurs et les décideurs occidentaux maîtres de l'ordre mondial post
Deuxième Guerre, de les mettre en position de protecteurs de la victime. Ils s'érigeaient comme ceux qui vraiment ont rendu justice au pauvre peuple juif, victime de l'Holocauste. Ça a refait l'image de l'Occident sur des bases morales très solides, ce qui a joué sur les cordes cardiaques de l'humanité, c'est-à-dire nous a touchés au fond du cœur. Et c'est toujours sur ce rôle de protecteur du faible que l'Occident continue de surfer. Même si, à mon avis, son énergie de surfing, ou la vague, appelez comme vous voulez, est en déclin, est en perte de vitesse. Et pour l'instant, ils n'ont pas beaucoup de choix. Alors, après avoir braqué une lumière comme celle-là sur la question de la Shoah, de l'Holocauste, le rôle de l'Occident, regardons du côté de l'Afrique. L'Afrique aussi a connu beaucoup de guerres. Peut-être l'Afrique a connu avant des genres de massacres qu'on pourrait qualifier de génocide dans le cadre de combats interethniques. Mais dites-vous, en 1994, 50 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, pourquoi le génocide des Tutsis au Rwanda est reconnu par les mêmes acteurs qui avaient reconnu et instrumentalisé la Shoah, l'Holocauste, le génocide juif durant la Seconde Guerre mondiale. Le seul génocide, jusqu'à date, qui est reconnu en Afrique est celui des Tutsis du Rwanda. Et ce concept de génocide Tutsi a été martelé, médiatisé à outrance dans les consciences, que maintenant, vous demandez aux gens dans la rue, qu'est-ce qu'un génocidaire en Afrique? Il vous dira un Hutu. Hutu est devenu synonyme de génocidaire. Et moi, j'étais en plein dans ma profession, comme journaliste, engagé, durant toute cette période. Je vous dirais même que depuis 1990, début de l'année 90, je recevais la visite d'un Canadien d'origine rwandaise et d'ethnie Tutsi qui travaillait pour le gouvernement fédéral à Ottawa, au ministère de l'Agriculture. Il m'appelait depuis Ottawa. Il me disait, je m'en viens, je veux absolument vous rencontrer. Je dis, bien sûr, rencontrons-nous, prenez un café ou un repas ensemble. Et là, petit à petit, il m'a élaboré tout un plan de l'invasion que le FPR préparait à partir de l'Ouganda pour venir au Rwanda. Et souvenez-vous, 90, c'était l'année des conférences nationales. Après la fin de la guerre froide, il y a eu là comme un espoir d'ouverture, de pluralisme politique, de démocratisation, au Congo en particulier, République démocratique, à l'époque le Zaïre.
il y a eu la conférence nationale où on discutait de tout cela.